Parti. Donc aujourd'hui, je suis avec Nicolas Helleringer. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, tout à fait. C'est Super. un nom de l'Est de la France, mais ça se prononce. Mon grand-père était très. Ça lui tenait très à cœur que ce soit prononcé à la française, parce que c'est une partie de l'Est de la France qui a basculé entre l'Allemagne et la France, mais, Ouais, mais je ça se suis de la prononce à la Moselle, française. hein. Je suis Ah mosellan, quoi. pas moi, mais mon père et ma famille, oui, donc c'est bien Helleringer, oui. Du coup, pour une fois, je le prononce bien le nom, je suis content. On s'est rencontrés autour de Quentin Adam et Clément Sauvage, je pense. Et Ouais, exactement. on avait passé un super bon moment. J'avais adoré ta bienveillance et je voulais prendre le temps de recomprendre c'était quoi ton parcours pro, parce qu'en fait, on était au bistrot, on n'a pas parlé de ça, hein. Ouais, Et du coup, ouais, je ouais. voulais faire ça. Et je suis super content que tu aies accepté de prendre le temps aujourd'hui. Alors, je Ça me sais fait plus où plaisir. on est autour du 10e épisode du podcast. On utilise le podcast pour faire la promotion de l'enquête. Tu as eu le temps de regarder l'enquête avant, du coup, tu m'as dit. Ouais, alors non seulement je l'ai re-regardé plus approfondi, mais je l'avais vu la parution et j'avais pris le temps de regarder. Puis il y avait eu un petit épisode sur Twitter là où ça discutait rémunération et tout ça, donc j'avais pris le temps de regarder. Ça m'avait appris des choses que je pensais pas. Enfin, c'est un certain angle sur le marché et tout ça, mais ouais, il y a pas mal de choses dedans dont on peut discuter. La rémunération étant un des trucs, mais pas le seul. Ouais. En fait, la rémunération, à la fin, elle revient quand même dans les sondages. À la fin, elle revient comme étant la première chose que les gens changent. Mais j'ai quand même l'impression que les gens veulent changer la rémunération parce que c'est le reflet de la considération qu'ils reçoivent de leur employeur Ouais, de manière générale, quoi. c'est moche si c'est le seul, mais oui, c'est un des éléments évidemment. J'ai l'impression que c'est la face émergée de l'iceberg de la considération pro que tu as à ta rémunération. Ouais, c'est un peu normal, hein. Si les gens, faisons un truc là. Si on te dit qu'on arrête de te payer dans ton boulot actuel, tu continues à bosser? Non. Bon bah voilà. Non, bah. Oh, attends, c'est hyper raide là déjà. Moi, j'ai déjà dit avant sur un podcast, si tu n'es pas heureux de ton job, tu peux le quitter le lundi. Je me suis rendu compte après que c'était complètement faux. Tout le monde peut pas quitter son job le lundi. Moi, je pouvais. Alors, est-ce que si j'arrête de me payer là maintenant, je continue? Ouais, tu me diras, ma femme, elle m'a déjà financé les 6 premiers mois de We Love Devs, donc je pense que ce Ah sera mais une question de décision. le commun des mortels, tu cherches un taf parce que tu veux avoir une rémunération pour vivre. Une fois que tu as passé un cap où tu sais que c'est possible et tout ça, d'accord. Mais le principe même de prendre un job, c'est d'abord pour avoir des sous pour vivre et pas l'inverse, quoi. Bah ouais. Et bien, du coup, c'est normal qu'on fasse pas son job le week-end aussi. Ça va avec. Ah, Ok. mais carrément, ouais. Bah ouais, moi, le week-end, je fais pas mon job. Le week-end, je passe du temps avec ma femme. Moi non plus. C'est quoi un dev en 2021 d'après toi? Alors, un dev en 2021, un dev, c'est quelqu'un qui commit du code pour moi. Ça a toujours été ça. C'est l'essence même du dev, c'est si à un moment tu commits plus du code, je pense que c'est compliqué de se dire que t'es dev, tu vois. Après, tu peux faire plein de métiers qui ont beaucoup de valeur, qui sont très intéressants différemment. Moi, dans cet écosystème tech, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais voilà, si on dit c'est quoi un dev, pour moi, c'est quelqu'un qui prend du code, qui l'écrit, quel que soit le langage. Enfin, pour moi, tu vois, écrire du SQL, c'est faire du dev, hein, et qui le commit et qui le partage avec d'autres gens, quoi. Parce que si être un dev, on remarque, tu vois, tu peux être un dev et faire ton code dans ton coin et faire ton projet dans ton coin, c'est aussi être un dev. Mais professionnellement aujourd'hui, il y a quand même une notion de je le prends, je le partage, j'en parle avec d'autres gens, j'interagis dessus et j'en fais quelque chose de bien ou pas bien. Enfin, il sert à quelque chose, quoi. Ça reste pas sur une étagère ou imprimé sur un bout de papier, quoi. Ouais, il est en production et il y a des gens qui l'utilisent, quoi. Ouais, bah c'est le cycle de feedback. S'il n'y a pas de cycle de feedback, ouais, c'est de l'art, quoi. T'écris des lignes de code et ça reste de l'art, quoi. Du coup, c'est quoi ton parcours? T'as fait une formation pour devenir développeur? J'ai fait une école d'ingénieur française, bien, mais pas spécifiquement dans les métiers de l'ingénierie informatique. Après, moi, l'informatique, et je pense pas que ce soit un prérequis pour travailler dans cette industrie, je suis tombé dedans parce que j'ai eu accès à un ordinateur très tôt, jeune. Alors moi, je suis vieux, hein, par rapport à toi, par rapport à d'autres. Je vais avoir Et 45 les gens ans ne l'entendent aujourd'hui. pas. Je vais avoir 45 ans cette année, et donc ça fait plus de 20 ans que je bosse dans le milieu de la tech. Et donc, ouais, il faut imaginer, moi, quand j'avais 8 ans, j'ai eu accès à un micro-ordinateur, Thomson MO5, parce que mon père était fou, trouvait ça dingue, l'informatique, ce qu'il avait fait, lui, dans ses études d'ingénieur, des cartes perforées, il avait vu l'évolution, il disait, genre, Alors, c'est l'avenir, c'est super. du coup, moi, je les ai jamais vus, ces machines-là. Est-ce que c'était avec des cassettes, avec des disquettes?
Alors, mon MO5, il avait deux manières de charger des logiciels préfaits. Il y avait un lecteur de cassette qui faisait du bruit pire qu'un modem. C'était génial. J'ai encore des souvenirs émus des deux cassettes de 60 minutes qu'il fallait passer pour charger un jeu. Attends, comment s'appelait le truc de donjon? Mandragore. Deux cassettes de 60 minutes pour charger un jeu. Voilà. Et sinon, il y avait même un truc assez fou à l'époque qui était un lecteur de cartouches façon cassette de Super NES, où tu branchais le truc et le jeu était directement dans une flash RAM, enfin dans une ROM à l'époque, et le truc démarrait tout de suite. C'est l'ancêtre de la carte SD. Ouais, exactement. Un truc de fou, quoi. Et bon, le MO5 en France, Samsung, le clavier était souple. Enfin, je veux dire, c'était un enfer à taper dessus et tout. Mais j'ai fait du basique d'abord dessus. Pas mal. J'avais 8 ans, tu vois. C'était fou, quoi. Avoir accès à ça, ça se branchait sur la télé avec une prise Péritel. C'était moisi comme pas. Mais c'était, enfin, t'avais un ordinateur que tu pouvais programmer à la maison et c'était incroyable, quoi. Alors attends, je calcule. Du coup, t'as eu ton bac en 90, 87? 80, 90, 94 pour être tout à fait. 94. Ah, ça va, 94, ouais. j'ai été dur. Du coup, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'EPITA, d'école d'informatique, et tu fais une prépa classique pour aller dans une école d'ingé, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais la chance d'être plutôt doué en maths et en sciences, et donc je fais une prépa classique. Je me débrouille pas mal. J'ai une école qui est Supélec, qui est plutôt bien classée, qui est généraliste dans les domaines de l'électricité. Je fais une spécialité système d'information. Mais voilà, en fait, j'ai fait du dev avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai bricolé de l'assembleur sur PC pendant ma terminale. J'ai fait un peu de Pascal, de Turbo Pascal pour être précis, tu vois, en prépa. Et on arrive et en première année de cette école-là, on nous apprend le C avec un prof fabuleux qui nous disait faites pas les porcs et apprenez à connaître bien dès le début, ce qui était dingue. Enfin, c'était le tronc commun, c'est-à-dire que tu vois, c'est une école généraliste, mais dans la première séquence, on dit genre il faut que tu comprennes un peu comment ça marche les ordinateurs. J'ai la chance de faire des projets un peu rigolos de trigonalisation de matrices en Fortran. Toucher un peu à tout et un truc plus important même que dans la formation de l'école, en fait, je suis embarqué dans l'association qui s'occupe du réseau des élèves. Et donc très très tôt, faut imaginer à l'époque le réseau informatique, c'était que par câble, le Wi-Fi c'était un rêve, et toutes les chambres étudiantes n'avaient pas une prise informatique dedans. Donc en fait, ma première grande expérience semi-pro dans l'informatique, ça a été de tirer du câble pour venir amener Internet à des gens. Ouais. Et il faut imaginer, donc moi j'ai eu le net par modem, genre 6 mois avant de rentrer en école d'ingé. Donc on est au tout début de Wanadoo avec les modems 56K qui faisaient du bruit. Et en résidence étudiant, on venait amener quelque chose, l'accès au réseau, je crois que c'est Renater des étudiants à l'époque, sur une prise RJ45 sur du Windows 3.11 avec Trumpet Windsock. Enfin, tu vois, c'était complètement fou. Quand j'étais étudiant, ma chambre étudiante, il y avait un RJ45 et il y avait une armoire du coup dans la résidence étudiante. Et c'était les étudiants qui l'avaient posé et qui le géraient encore le réseau. Bah voilà, c'est ça, c'était clairement le début de l'association Supélec Réseau, donc que avec des élèves qui géraient côté chambre des étudiants, pareil, les armoires, les trucs. On avait un mini réseau informatique, on faisait un peu de service de FTP, de développement de site web à la mano, HTML3 ou 2.0 à l'époque. Donc vraiment le tout début, quoi. Il y avait un FTP en local avec beaucoup de films en HD, effectivement. On n'avait pas trop ça parce qu'on était assez strict, nous. On n'était pas très cool sur ces sujets-là, quoi. Donc voilà. Donc tu vois, l'approche de l'informatique, ça a été un peu dev par moi-même. L'école qui m'a formé, qui m'a appris à faire du Java, du C, du C++, tout un tas de trucs, de l'assembleur 69 000 aussi. Donc une formation assez composite avec plein d'éléments, de l'admin 6 parce qu'il y avait besoin pour le réseau des élèves, déjà très tôt de l'interaction avec l'école sur comment on se connecte, c'est quoi les plages d'adresse IP, comment tu vois l'infrastructure, comment on organise tout ça, et donc ça a fait un profil assez composite, tu vois, pas que dev, quoi, en tout cas. Et ton premier job, du coup, moi j'ai rejoint une banque française. J'avais fait mon stage en salle de marché dans une autre banque.
Et le truc était assez exaltant en stage parce que il s'agissait de faire un changement de plan d'adressage de toute une salle de marché pendant un week-end, pendant que les mecs bossent pas. Tu vois, lever les mains du clavier, on enlève tout, on rebat. Il fallait que ça marche le mardi matin. C'était le week-end de Pâques d'ailleurs, c'est marrant, tu vois. C'est pile la période. Pendant 3 jours, on devait tout changer, donc ça a été chaud. Et je trouvais ça tellement bien d'être dans un jeu de contraintes où il fallait être un malin, intelligent, connaître un peu les détails de tout. Et puis je suis pas resté dans cette banque là parce que en gros ils prenaient que des prestats et puis ils m'ont dit genre, moi j'ai dit ça a l'air sympa, est-ce que je peux rester? Ils m'ont dit va voir une boîte de prestats, on passe par eux. J'ai fait genre non. Je suis allé dans une autre banque parce que je me suis dit ça a bien marché à droite, ça va bien marcher à gauche. Et puis en fait je me suis retrouvé dans les admin 6 d'une grande banque française en centrale. Et puis voilà, j'avais je sais plus 23 24 ans et j'avais besoin de trucs qui pulsaient plus que ce que dans quoi je suis tombé. C'est fascinant comment entre deux banques l'ambiance les moyens pour l'informatique c'est différent quoi. Ouais, en fait c'est la vraie erreur que j'ai faite, c'est la salle de marché, c'est très pulsant, c'est très dynamique. Et là je me suis retrouvé plutôt dans les systèmes d'information centralisés de la banque de détail et c'est pas le même pulse quoi, tu vois. Et en fait j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir un pote qui avait démarré une start-up et qui m'a dit genre mais viens, tu vas voir, on va faire des trucs. Sauf que le conditionnement de la grande école d'ingénieurs française qui te dit tu es le manager de l'an 2000, va faire un poste dans une grande entreprise, fait que j'avais pas été. Et puis pour finir, je l'ai rappelé en disant genre allez viens, je me fais chier, on va changer. Et donc j'ai fait ça. Donc en fait je suis parti en période d'essai de mon premier CDI et ça a fait transpirer mes parents et je m'en excuse encore auprès d'eux. Ils étaient fous à l'époque, ils se disent mais qu'est-ce qui lui prend? Et j'ai rejoint une société à l'époque qui s'appelait SNV pour Société Numérisation de Ville. C'est la start-up qui a pris tout. Alors dans l'ordre Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, enfin les grandes villes françaises pour en faire des inventaires photographiques des façades et qui a apparu sur page jaune à l'époque. Donc c'était l'année 2000 quoi, tu vois, ouais, commencé en 90, ouais, c'est en 2000. Et je me souviens que donc Pierre-Antoine, qui est le pote d'école d'ingé qui a été le CTO et le seul dev de l'époque de cette boîte-là, il m'avait appelé un jour alors que j'étais encore en banque, il m'avait dit genre j'ai pas envie de m'embêter avec les serveurs web qui existent, tu connais le protocole HTTP, où est-ce que je trouve la doc pour l'implémenter? Je lui ai dit tu prends la RFC. Et donc il avait réimplémenté un serveur web depuis la RFC, des trucs qu'on ferait plus aujourd'hui. Et en fait j'ai rejoint cette boîte-là. Donc j'ai participé à ça, coder un serveur web en C++ sur Windows avec des trucs rigolos comme des IO completion ports, faire de la base de données derrière, faire du front, enfin en fait tous les métiers du dev plus l'infra qu'il y avait derrière parce que on était 2 à tout faire. Et donc on a fait ça a bien marché. J'ai même fait, tu vois, des menus pour des sites web en JavaScript pour Page Jaune, qui était le grand client de l'époque. J'ai eu la chance, entre guillemets, 6 mois après que je rejoigne la structure, on a été racheté par le groupe France Télécom. Ça nous a donné de l'ampleur, et en particulier quand ils nous sont retournés vers nous en disant genre là on a un site qui s'appelle iti.fr qui fait sa migration vers mapi.com. Et la tech est pas super novatrice, c'est plutôt des vieux trucs du Minitel qui ont du mal à évoluer vers le web. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire quelque chose? Et il se trouve qu'on avait bricolé du Flash pour faire des plans interactifs, on avait appris à manipuler de la donnée géographique, et en fait on a embrayé, on a refait mapi.com de fond en comble avec de la techno Flash à l'époque, du vectoriel, c'était joli et ça passait bien dans les modems de l'époque. Depuis ça a complètement changé, on est reparti sur du bitmap, mais bon voilà, on a fait ça, on a recruté beaucoup. Quand moi je rentre, je suis plus de tête, je crois que je suis le 6e employé de la boîte, tu vois, salarié fixe, donc c'était tout petit, on était dans un ou 2 apparts parisiens, voilà, et j'ai passé 7 ans et demi là-bas, on a recruté beaucoup de gens, l'équipe technique quand je pars elle doit faire 70-75 personnes sur une boîte qui fait 120 personnes de tête. Et donc ouais, on a fait toute l'histoire techno, humaine, produit, positionnement, B2B, pas B2B, service pour l'actionnaire France Télécom puis Page Jaune. Enfin une aventure incroyable, autant technique que humaine.
avec plein de trucs rigolos. On a fait des trucs bien, on a fait des technologiquement parlant, hein, j'entends, on a fait des trucs où on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude à faire un serveur en C++ qui utilisait du XML et du XSLT pour faire des pages web, ce qui était un truc de malade mental, complètement débile et un truc théorique impraticable au quotidien. Mais voilà, très formateur parce que beaucoup de bases de données, en plus rigolo, beaucoup de bases de données avec pas mal de volume. Les données géographiques à l'époque, c'était parmi les trucs les plus gros à manipuler. Et donc j'ai appris très tôt à faire. Ça s'appelait pas big data à l'époque, ça en est toujours pas cette section-là, mais à avoir des problématiques de performance dans du SQL et à gérer des gros volumes. Parce que les tuiles, ça fait tout de suite un hypercube. Hein. C'est-à-dire que chaque tuile est redivisée en sous-tuiles. Donc tu as une structure de données. Alors pour les plans, alors avant, ça c'est pour les plans, ouais, effectivement. Mais avant même les plans, il y a tout le tracé vectoriel qui est digitalisé par les gens qui baladent des voitures partout dans le monde pour capturer la data. À l'époque, elle était loin d'être complète. Elle n'est pas complète aujourd'hui, mais on a quand même vachement progressé en 20 ans. Et rien que faire ça, tu vois, prendre les petits bouts de rue, les agglomérer pour savoir qu'une rue commence là, les numéros, la numérotation ça. Il y a 3 grandes fonctions. Hein. Il y a donc le plan que tout le monde connaît, l'itinéraire donc qui est calculé dans un graphe géométrique, par où il faut passer pour aller de Porto à Stockholm, qui est un gros truc. Si vous voulez faire ramer Google Maps, faites Paris, Porto, Stockholm, ça c'est assez chaud à faire. En vrai, je le fais parce que je prépare un voyage à vélo, donc je lui demande les itinéraires à vélo en plus, et je lui demande du Lille. Avec une contrainte, c'est compliqué ça. Et en vrai, une fois sur 2, il me dit non. Ah, carrément. Il dit non. Il dit j'ai pas trop d'itinéraire. Puis une fois, tu lui redemandes et il dit j'ai trop un itinéraire qui prend le ferry à tel endroit. Mais c'est vrai que le résultat est pas prédictif. Genre c'est pas consistant. Les algorithmes ils sont connus. Hein, c'est donc Dijkstra pour les trucs simples et Astar si vous voulez chercher dans la littérature. C'est vraiment le truc qui est top notch. C'est pas nouveau, il y a plein d'optimes sur les trucs. Ce que tu décris en plus c'est compliqué parce que c'est un réseau, c'est un itinéraire dans un réseau qui a déjà un certain nombre de contraintes de vitesse et tout ça, et tu viens rajouter des contraintes supplémentaires je veux prendre que les routes qui sont flaguées d'un tel type. Et donc ça fait que la précalcul marche moins bien dans ces cas-là. Enfin, t'es après, vraiment. Je veux pas prendre le ferry. Voilà. Et bim. Oh, je veux que les ponts, c'est super. Non, je lui rajoute des points d'étape, c'est plus facile. Alors pareil, les points d'étape, c'est pareil, ça fait que le faisceau doit se reconcentrer à certains points et tout ça. Mais c'est des problèmes mathématiques rigolos à faire, quoi. C'est des problèmes NP complets, donc tu prends des heuristiques qui permettent de cutter et d'atteindre des temps de calcul raisonnables. Alors, on va arriver vite. On est déjà. Ensuite, tu fais du conseil, c'est ça? Et après, tu arrives chez Criteo? Ouais, j'ai fait un an chez 118000. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider à passer c'était un pure player télécom sur le numéro de renseignement. Il y a eu une petite dynamique site web renseignement pour concurrencer l'opérateur historique du groupe que je venais de quitter avec Mappy. Voilà, ça a duré un an. Le projet était fini, je suis passé à autre chose. Et effectivement, après, on s'est retrouvé avec Pierre-Antoine, donc mon compère de chez Mappy. On a créé Nova Codex, qui est un cabinet de conseil en technologie. Alors, en fait, ce qu'on a fait, on a accompagné en 5 ans, je dirais, une petite dizaine de boîtes, que des projets start-up ou scale-up qui, à l'époque, galéraient à trouver leurs équipes techniques. Il y avait la crypte des subprimes, les gens bougeaient beaucoup moins. Il y avait un peu de peur. Et donc, on a démarré des boîtes à faire démarrer le produit, démarrer la technique, recruter l'équipe technique, bootstrapper la boîte et la laisser vivre après sans nous parce qu'on n'avait pas vocation à rester dans ces projets-là. Sur la dizaine de projets qu'on a dû toucher, je pense qu'il y en a 9 qui existent encore aujourd'hui. Tu vois, on est 10 ans après, plus de 10 ans après. Je trouve que c'est un bon taux de succès. Des boîtes qui passent 5 ans, c'est déjà vachement bien. Et le refaisais aujourd'hui, tu feras un startup studio? J'ai pas compris la question, pardon. Est-ce que si tu le refaisais aujourd'hui, tu feras un startup studio? C'est un peu la nouvelle mode en ce moment. Ouais, c'est pas la même approche en fait. Le startup studio, on a fait un peu d'incubation, en particulier, tu vois, je me souviens de Travelcar qui a été racheté par le groupe Peugeot maintenant. On l'a fait en mode incubation, c'est-à-dire qu'on les a accueillis, prêté des locaux, donné un peu d'expertise technique, un peu de cadre. Voilà, la majorité des projets qu'on a fait, c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on était vraiment, on débarquait avec un commando où on était 6-7, où il y avait les devs, enfin les gens qui étaient plus dev, Pierre-Antoine qui était plus dev plus produit, moi qui étais plus dev plus infra,
Et en fait, on démarrait le produit comme avec l'équipe. C'est comme les équipes commando où t'as le mec de la com, le gros avec la batterie, chacun sa spécificité. Ça faisait que au premier sprint, t'avais déjà un bout de site qui faisait papa maman et on faisait de l'incrémental dessus, quoi. Tu sais que j'ai été salarié chez Trip and Drive. Ah ouais, pas mal, c'est rigolo. Je te voyais pas du tout sur la photo chez Traveler Car. Mais oui. Ok. Et du coup, alors attends, à quel moment tu switches pour Criteo? Alors, il se trouve que fin de premier trimestre 2013, on est à court de projets sympas comme ça à faire, parce que c'est ça qui nous intéressait à faire avec Pierre-Antoine et l'équipe. Et on va à Dej, on fait le point trimestriel, et à Dej, on dit bah voilà, les projets qu'on a sur le reste de l'année, ils nous intéressent pas. C'est plus faire ce qui nous intéresse, et donc on va arrêter la boîte. Et on va arrêter la boîte avant de cramer le cash qu'on a mis de côté pour les périodes de vache maigre, ou avant de se cramer nous-mêmes à faire des trucs qui nous intéressent pas. Il se trouve que lui, il est resté PDG d'une des sociétés qu'on a bootstrappé qui s'appelle Adventory dans la tech. Et moi, j'avais pas de rôle à faire dans cette société-là plus à même, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Hein, mais voilà, je me dis il faut que je me cherche un boulot. Et je suis revenu à mon poste, j'ai ouvert LinkedIn, j'ai fait jobs dans LinkedIn et j'ai vu le premier poste dans l'ordre, et c'était un poste chez Criteo pour faire du programme management. J'ai fait postuler et j'ai dit je jette une ligne à la mer, on verra bien ce que ça donnera. Et il se trouve que j'ai rencontré des gens, et le projet, la problématique et le projet qu'ils avaient humain était ma beauté carrément. C'était le discours, c'était on a globalement les gens de l'infrastructure. La boîte faisait déjà 700 personnes à l'époque, hein, donc il y avait un groupe de gens qui gèrent l'infrastructure, un groupe de gens qui étaient des devs qui faisaient de plus en plus des systèmes distribués, en particulier autour d'Hadoop. Et en gros, les deux groupes avaient du mal à se parler. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie choc des cultures dev et ops. Et ils ont dit, nous on cherche quelqu'un qui est pas manager, mais qui fasse un peu l'huile entre les rouages. Alors chez Criteo, c'est un truc qui s'appelle Engineering Program Manager, donc c'est un peu chef de projet transverse, mais chef de personne en fait. Et j'ai dit banco. Je pense que ce qui a fait la blague, c'est que effectivement j'avais une expertise à la fois côté dev, à la fois côté infra. J'avais parlé réseau, j'avais parlé base de données. J'avais eu la chance de participer à des projets open source qui avaient un peu la cote. J'avais commité un peu des choses chez Hibernate Search ou OGM. J'ai la chance de bien connaître Emmanuel Bernard qui a fait la même école d'ingénieur que moi. Donc voilà, il y avait de la pertinence à ce que je commitais dedans. Donc je suis arrivé et tous les acteurs m'ont un peu écouté parce que il se trouve que j'avais croisé en salle d'hébergement des gars dans mon expérience chez Mappy, donc j'ai retrouvé des gens que je connaissais et j'ai profité un peu des 100 jours d'arrivée où personne te connaît et donc a d'avis sur toi pour tout de suite reprendre contact avec les gens, établir des bons contacts avec les gens à gauche et les gens à droite et dire on a un projet là, si on travaille pas ensemble ça va pas le faire. Et ça l'a fait. J'ai redémarré des choses qui étaient un peu bloquées. J'ai été beaucoup aidé par plein de gens fantastiques. Des gens qui se parlaient pas ont accepté de dire ok, il faut qu'on fasse quelque chose, et on a noué quelque chose. Et il se trouve que 9 mois plus tard, le CTO de l'époque, il n'était pas CTO, il devait être VP Engineering, il est devenu CTO juste après, m'a dit écoute, ça marche bien, donc on va faire. Il y avait une dynamique SRE qui avait démarré avant que j'arrive, qui était piloté par Maxime Brougidou, qui était un dev, et qui a pris ça en main. Et il a dit, on va faire un vrai département DevOps, SRE, appelle-le comme tu veux. Et on a commencé, on était 25 en septembre 2014. Et 7 ans plus tard, quand je m'en vais de Criteo, donc fin d'année dernière, il y avait 164 personnes dans le département. C'était quoi, c'est quoi ta vision du métier de SRE? C'est quoi la définition de SRE chez vous, chez toi, ou d'après toi? Alors, la mission SRE, c'est un terme Site Reliability Engineering qui a été inventé par Google, Ben Trainor en particulier, qui dit que, alors lui, sa définition, elle est un peu cache dans ta gueule pour les ops. Elle dit, c'est ce qui se passe quand on donne à gérer la prod à des devs. Moi, je trouve qu'une façon plus positive de dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on apporte les méthodologies intéressantes qui sont apparues côté dev dans les processus de production avec
en collaborant avec les gens qui ont de l'expertise de ces systèmes. En gros, c'est industrialisation, automatisation, observabilité, CI/CD, donc vraiment toute la modernité pour transformer une prod qui peut être ancienne ou avec des approches un peu anciennes, tu vois, des processus de mise en prod longs, ouais. La première fois que j'ai commencé à avoir des annonces SRE sur We Love Devs, elles ont pas cliqué, parce que personne comprenait ce que ça voulait dire, le titre. C'était il y a 3 ans, tu vois, donc vraiment, genre, les gens, quand ils cliquent sur une annonce, ils savent ce que c'est, quoi. Il faut qu'ils se reconnaissent dans le titre, sinon ils vont pas l'avoir. Et j'avais l'impression que c'était des boîtes qui avaient fait le mouvement DevOps, donc ils voulaient plus d'Ops, et qui redonnaient le nom SRE à des Ops, tu vois. Ouais, alors il y a plein de façons de faire, il y a effectivement plein de biais de tir. Chez Criteo, la dynamique SRE, elle a été plutôt porté par les devs qui voulaient que l'infra évolue vers quelque chose de plus agile. Ça a bloqué parce que effectivement les gens admin 6 se sont sentis agressés. Enfin, tu vois, quand tu viens dire à un admin réseau qui est super fort en CLI Cisco que il est gentil, mais on va tout mettre dans Git et on va pousser avec du code, ouais. C'est un peu rude. Et au final, une fois que tu dis genre bah non, ton expertise elle a du sens, mais juste on va l'industrialiser pour que tu sois pas esclave de la machine et plutôt l'inverse. Ça prend du temps en fait, c'est beaucoup d'humains dans tout ça et le challenge que moi j'ai pris chez Criteo, c'était ça, c'était de dire ok, comment on travaille ensemble. La première presse que j'ai fait à ce groupe-là, ils étaient tous en disant genre bah dis-nous qui a gagné, si c'est les sysadmins ou les devs, et j'aurais dit bah personne parce qu'en fait le but du jeu c'est qu'on bosse ensemble. Ça a été ça le sujet quoi. Le SRE du coup c'est vraiment genre le next step après le DevOps du coup. Le SRE c'est la façon dont pure, hein, dont Google a eu d'implémenter une méthodo DevOps chez eux. Ok. C'est vrai, si vraiment on résume à ça, ils ont fait un bouquin, 2 même, dessus, où ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux. Après, tout ce qui est décrit dans leur façon d'implémenter le DevOps et de faire une équipe SRE, elle est très Google-centrique, tu vois. Il n'y a pas grand monde dans le monde qui a des problématiques de taille, d'industrialisation de Google. Même Criteo, où je sais plus, enfin, on devait être à 60 000 serveurs dans le monde quand je suis parti fin décembre dernier. On avait des problématiques d'industrialisation, mais on n'a pas des millions de serveurs comme Google. Donc à un moment, faut prendre ce qui est intéressant dans ce que eux ils ont fait et pas prendre. Tu vois, c'est pas un peu comme la cheat sheet de Spotify avec les squads. C'est pas parce que ça a marché chez eux qu'il faut appliquer bêtement la méthode chez toi. C'est tu regardes ce qui a été fait, tu dis ok, qu'est-ce qui résonne avec moi et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on a fait chez Criteo. Quand ils ont écrit la cheat sheet avec les chapters, etc., en fait, ils le faisaient déjà pas chez eux, en fait. Ouais, je sais. Moi, je suis au courant. Ils l'ont jamais fait by the book. Eux-mêmes ne l'ont jamais fait by the book. On parle de Spotify, on est d'accord? On est d'accord. Ok. Mais du coup, en vrai, si Spotify le faisait pas quand ils l'ont écrit, je pense que Google non plus. Genre. Alors ça, non. Alors pour le coup, pour avoir discuté avec des gens SRE de Google, de Zurich, de Dublin en Irlande et quelques-uns des États-Unis, mais beaucoup moins fréquents parce qu'avec la distance, vraiment il n'y a pas grand-chose de fumé dans les bouquins de Google sur SRE. C'est vraiment la vraie vie de ce qui s'est passé. En fait, je voudrais te lancer sur un sujet il faut qu'on arrive à le faire en moins de 5 minutes, un sujet-là. C'est j'ai compris récemment ce que ça représentait l'inner source pour les groupes. Tu vois, je comprenais pas avant, ça me paraissait obscur. Et typiquement, en fait, je me suis rendu compte, typiquement, quand Spotify il publie de manière ouverte ce schéma d'organisation qu'ils veulent faire, en fait, c'est parce que c'est plus facile de le publier, de le partager en dehors de l'entreprise que de l'implémenter dans la boîte. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a plein de groupes d'entreprises, même tu vois dans la région, il y a des retailers qui vont faire de l'open source et qui s'en vantent. Mais c'est parce qu'ils font de l'open source parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'inner source, tu vois. Ouais. Et du coup, en gros, voilà, l'inner source, d'après toi, si tu arrives à mettre des mots dessus, qu'est-ce que c'est? C'est plus facile de formaliser et de communiquer à l'extérieur de ton entreprise qu'à l'intérieur de ton entreprise. Je sais pas l'expliquer en fait. Je le constate, je suis comme toi, j'observe. Mais j'arrive pas à être analytique dessus en me disant qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être efficace à l'intérieur. Quels sont les freins qu'on a en communication ou en gestion du changement en interne qu'on n'a pas à l'extérieur? Alors les freins pour l'inner source en interne, c'est les budgets. C'est-à-dire que ton projet a un budget, le projet à côté a un budget. Si les gens de ton projet ils commencent à contribuer en inner source sur le projet à côté, qui paye quoi? C'est ça le premier problème de l'inner source. Hein. C'est une bonne question, mais si tu fais de l'outer source, c'est-à-dire que tu communiques
avec le seul drive budgétaire que tu as à faire de l'outer source et donc à faire des documents, de la communication pour pouvoir produire du code pour de l'open source, il est vachement indirect. Il est réputationnel, il est effet de bord sur recrutement, il est on va contribuer à mon code, ce qui est quand même extrêmement rare. Enfin, le nombre de projets outsourcés par plein de boîtes sur lesquels il y a effectivement une communauté qui se crée et de la contribution, il est très faible par rapport au nombre de projets qui sont open sourcés. Ouais. C'est parce que souvent les projets libres ils prennent pas parce qu'il n'y a pas de promotion derrière. Bah oui, mais ça, encore une fois, pour qu'il y ait de la promotion, pour qu'il y ait du cadre, pour qu'il y ait de ça, ça prend dans tes budgets. Donc c'est pareil en fait. La outer source a aussi une question budgétaire dans le débat, quoi. Là, je comprends. Ok, cool. Du coup, la question d'après, c'est au final parler du rôle des devs dans une entreprise. Aujourd'hui, tu montes une boîte Résilience. En vrai, t'en as pas beaucoup parlé publiquement, ou du moins, je sais, j'ai pas cherché assez. Mais est-ce que tu veux pitcher Résilience? Alors, c'est normal qu'on n'en ait pas encore beaucoup parlé parce que la boîte, elle a été fondée fin février de cette année, si tu veux. Donc, on est à 1 mois et demi de vie de la boîte, donc c'est normal qu'on n'ait pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. Alors après, on a fait un peu de com au moment où on a eu la chance de faire une levée de fonds de seed, de démarrage de boîte assez importante, alors nécessaire pour le domaine dans lequel on veut bosser. Le pitch de Résilience, c'est on cherche à créer des systèmes d'information avec de la modernité, autant en termes d'interface que des outils utilisés, que ce soit, tu vois, de l'IA, machine learning, de la data science, dans le domaine de la santé, en particulier celui de l'oncologie. Et notre premier projet, c'est de regarder ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours de soins bout de bout des patients dans le cancer du sein. Donc, on a un partenariat assez fort avec l'Institut Gustave Roussy, qui est donc l'un des plus grands centres, si ce n'est le plus grand centre de cancérologie en Europe, qui est à Villejuif. Et on essaye de faire 2 produits. Un qui est un tableau de bord côté équipe médicale pour présenter et enrichir le dossier patient informatisé avec tout un tas de sources à l'extérieur, de façon automatique. Le but, c'est de réduire le temps que les équipes médicales, les oncologues, les infirmiers, enfin toutes les professions qui gravitent autour de ça, passent à chercher de l'information pour avoir un bon contexte pour prendre des bonnes décisions sur les soins et le suivi de soins. Donc ça, c'est le premier produit. Et de l'autre côté, on veut sortir une application de suivi des effets secondaires, donc tu vois, centrée autour du patient, pour essayer de d'aider les gens à mieux gérer leurs effets secondaires, à les suivre, à les marquer, à leur pointer de la méthodologie, des aides, tout un tas de choses. Et là aussi, c'est fait en partenariat avec les équipes de soins chez Gustave Roussy, où ils veulent aider plus qu'aujourd'hui, ce qui est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur des forums, sur Facebook, tu vois, pour constituer des groupes de parole. Et en fait, on veut faire plus que ça. On veut que ça continue d'exister, c'est cool, mais donner plus de cadres, donner plus de guidelines, plus d'aide, capturer de l'information pour que quand les gens reviennent en consultation, ils aient pas à réexpliquer les 6 mois qui viennent de passer de leur côté. Pourquoi ? Pour, encore une fois, maximiser le temps de parole entre les équipes médicales et les patients et minimiser le temps qu'on a à gérer l'information, parce qu'aujourd'hui il y a des outils qui permettent de le faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est très ambitieux parce que voilà, c'est un écosystème un peu compliqué. Il faut faire les choses bien. Mais par contre, on a une opportunité invraisemblable de par le partenariat avec Gustave Roussy en particulier, mais pas que. On est en train de travailler avec un certain nombre d'hôpitaux en France et en Europe. On a quelques connexions aux États-Unis où voilà, on arrive avec une approche différente entre guillemets des autres. Si tu cherches boîte de santé plus IA en France, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui tournent autour de l'imagerie, de la recherche et tout. Nous, on est complètement à l'autre bout. On est côté équipe de soins. Et notre focus, c'est le patient. Aider le patient d'abord, aider les équipes de soins d'abord, et ensuite. T'as pas fait au moins un POC sur de la computer vision avec des radios? Normalement, tout le monde le fait à un moment. Genre. Non, parce que ça nous intéresse pas de refaire quelque chose qui existe déjà, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu la première application de la computer vision, c'était de traiter des radios. Ouais. Tout le monde a voulu le faire à un moment, quoi. Il y a plein de gens qui bossent dessus et ça apporte de la valeur, il n'y a aucun doute. On voulait pas faire la N plus unième boîte là-dessus. Il y a d'autres secteurs où on peut apporter de la valeur au sens vraiment passion, équipe de soins, quoi.
C'est quoi le déclencheur? Parce que c'est difficile de monter une boîte dans le secteur. Ouais. C'est très très intéressant. Le déclencheur, c'est la rencontre entre deux personnes qui sont Céline Lazorte. Donc Céline, elle est fondatrice de Litchi puis de MangoPay. Ouais. Elle a piloté ces deux entreprises pendant 10 ans. Elle les a revendues à Crédit Mutuel Arkea il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Elle est sortie de l'opérationnel il y a 6 mois et de Jonathan Benamou qui lui a fondé pareil, fait grossir et revendu PeopleDoc, donc une boîte dans la gestion documentaire et service RH. Et en fait, ils se sont croisés dans un truc très positif qui est protège ton soignant. D'accord. Donc, c'est protège ton soignant. Pour rappel, c'est une récolte de fonds, de l'achat de matériel et de la livraison en direct à 400 hôpitaux, si je me trompe pas, en France, pendant le premier confinement, là où effectivement il y avait du manque de blouses, de pousse-seringues, de tout un tas de matériel. Et voyant qu'il y avait des manques, ils ont créé ça. Au début, ça a démarré vraiment sur un groupe WhatsApp, si je me trompe pas. Ils ont été énormément de gens, ils ont beaucoup participé. Il y avait Thomas aussi Dawkins qui a participé, qui est dans un autre conseil scientifique. Et en fait, ils se sont rencontrés là-dessus. Ils s'étaient jamais croisés avant. Ils sont aperçus qu'ils pouvaient faire des choses dans le domaine de la santé, être bénéfiques. D'abord pour protéger son soignant, et après, ils ont un peu plus découvert le milieu médical. Ça a mis du temps à se former. La boîte, tu vois, elle a été fondée fin février, donc la réflexion a duré longtemps, mais il y avait une vraie volonté de faire quelque chose là-dedans. À force de discussion, ça a été le secteur où ils pensaient pouvoir apporter le plus. Tu vois, vraiment se focaliser sur où est-ce qu'il y a du besoin et où est-ce qu'on peut faire effectivement quelque chose. Et c'est ça qui a en fait décidé la création de la boîte. Alors, on est 4 fondateurs. Donc il y a Jonathan, Céline, Mathieu, qui est l'ancien Chief Product Officer Mathieu Pozza, qui est l'ancien Chief Product Officer de Litchi MangoPay. Donc Céline connaît très bien. Moi, je suis rentré dans le projet parce que Céline m'a appelé pour la petite histoire rigolote. Il se trouve que dans le début de Litchi, ils étaient 3. Il y avait les Céline, Mathieu. Il y a 13 ans maintenant. Et la troisième personne qui faisait le début, c'est la Chief Technological Officer, c'est ma femme, Laure Némé. Et donc, c'est pour ça que je connais cette équipe et qu'ils m'ont appelé en disant genre, on a besoin de quelqu'un sur la partie techno, est-ce que ça t'intéresse? Il se trouve que j'étais dispo et j'ai dit, écoute, ouais, carrément. Du coup, tu te relances dans un éditeur de logiciel. Ah, carrément. Ouais, c'est clair que là, je repars sur un métier où j'ai jamais fait édition de logiciel à ce point-là, alors même si ça va être basé sur des techno web, hein, évidemment, mais j'ai jamais livré du code, j'ai toujours été en self-hosting dans les projets que j'ai abordés. Donc il y a cette partie-là qui est un petit peu nouvelle, mais oui, je recommence une aventure similaire en termes de structuration et de challenge à ce qui était Mappy, puisque il y a du recrutement d'équipes techniques, il y a de l'architecture, il y a mise en place de qu'est-ce qu'on va faire, relation avec le produit. Mais j'ai fait ça chez Mappy, j'ai fait ça un peu chez 118, on a fait ça beaucoup avec Pierre-Antoine sur les boîtes qu'on a accompagnées pendant Nova Codex. C'est différent au final ce que les gens connaissent de moi beaucoup sur les 7 dernières années avec Criteo, où c'était une équipe en interne dans un gros éditeur, enfin dans un gros self-hosted. Mais oui, le mot self-hosted. Parce que la nuance entre les startups et les éditeurs logiciels, elle est floue, tu vois. Donc, typiquement, PeopleDoc, à un certain moment, ça devient un éditeur logiciel, peut-être SaaS, tu vois. Ouais. Talentsoft, c'est un éditeur logiciel depuis longtemps. Mais MangoPay et Criteo, ça reste des startups, tu vois, parce qu'à la fin, il y a des services au-dessus du logiciel, quand même. C'est discutable parce que, ouais. Tu vois, c'est transactionnel, quoi. Oui. Mais après, tout le monde est éditeur de logiciel à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où tu as des devs, tu es éditeur de logiciel. Je pense qu'à un moment, si tu vends des licences de logiciel, si genre le cœur de ta proposition de valeur, c'est le logiciel. Tu vois, We Love Devs, on a une activité d'éditeur logiciel, mais on commercialise pas notre logiciel, tu vois. Ouais, donc c'est flou, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Dans tous ces gens-là, qui a déjà vendu des licences logicielles? Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais vendu de licence de logiciel. Ils vendent de la licence, non? Ouais, d'accès à leur service. Je connais pas assez bien leur je me rends pas compte. En vrai, je suis allé une fois chez eux pour un truc de France Digital, c'est tout, et je pensais que c'était éditeur logiciel, mais. Ça dépend ce que tu appelles l'éditeur logiciel à ce moment-là. Est-ce que tu livres du code
que tu n'opères pas toi-même, tu vois. J'ai discuté avec une commerciale qui était là et je lui ai dit en vrai vous faites quoi? Elle m'a fait son pitch, je lui ai dit j'ai pas compris, elle m'a dit c'est que t'es pas un bon prospect pour moi. Je fais ok, bon bah je rentre chez moi. Okay. Ça, c'est un peu raide. Non mais voilà, moi, vraiment le truc qui, moi, je pense fait une différence dans comment tu dois aborder ton métier de structuration d'équipe technique, c'est à quel moment le code que tu as écrit, c'est pas toi qui le fais tourner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que tout d'un coup, la perspective avec laquelle tu écris ta doc, les mises à jour de ton code, le différentiel. Moi, je suis très habitué à avoir du blue green deployment, du CI/CD, du instant push, du deploy on green, tu vois, toute technologie où tu dis genre, bah, j'ai un problème, je le corrige, j'y vais. Tout d'un coup, quand ton code, même si tu peux y avoir accès, il est plus chez toi et la procédure pour mettre à jour, c'est une fois toutes les pleines lunes, quand il y a une éclipse et aligné avec le crin des releases d'un client sur lequel tu peux pas avoir d'influence, c'est plus le même métier, quoi. C'est pas la même. Alors c'est pas la même chose, ouais. Voilà. Donc pour moi, éditeur logiciel, c'est quand tu franchis ce truc-là, c'est-à-dire quand t'es plus en capacité à mettre à jour quand tu veux et reprendre sur erreur en disant genre ah c'est pas grave, j'y vais tout ça. Je pense qu'il y a une composante du métier nouvelle qui apparaît. Ouais, c'est vrai que à partir du moment où tu es en SaaS dans ta facturation, donc tu te self-host, tu peux aussi aborder des pricing basés sur la valeur perçue du client et pas seulement sur le logiciel. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement la nuance, elle commence là, je suis d'accord. Ça marche. Du coup, toi, tu as bossé dans différents types de boîtes, t'as conseillé des boîtes. Dans quel type de boîte, si tu recommençais ta carrière, genre si t'étais de nouveau jeune deep, tu aimerais bosser aujourd'hui, tu vois? Ah, si moi je recommençais de zéro Ouais. aujourd'hui? Si tu arrivais sur le marché de l'emploi aujourd'hui avec ton diplôme d'ingé, tu voudrais aller dans quel type de boîte pour faire ton début de carrière? Alors, il y a deux dynamiques contraires. Il y a une première dynamique qui, je pense, est hyper importante. C'est, je suis jeune diplômé, j'ai jamais eu d'expérience pro, même si j'ai fait des stages. J'ai besoin de continuer à apprendre mon métier parce qu'en fait, je l'ai jamais pratiqué au quotidien, au réel. Et donc, je chercherai une entreprise qui est capable de m'accompagner, c'est-à-dire dans lequel j'arrive dans une équipe, même si l'équipe c'est une ou deux personnes, mais qui a le temps, tu vois, projet pour me laisser grandir dans ces fonctions-là. Pas qu'il soit tellement stressé par la delivery où j'ai zéro temps pour m'auto-former et continuer à apprendre. Mais ça, je pense que c'est vrai sur tout au long de ta carrière. À partir du moment où tu n'apprends plus dans ton job actuel, faut vraiment se poser la question. Donc ça, c'est un. Et la dynamique contradictoire, ce serait de dire, enfin, contradictoire. Il faudrait essayer de croiser ça avec un truc où j'ai envie de me lever le matin, où je suis inspiré par le projet et ou par les gens. Alors le mieux c'est avec qui je bosse, parce que t'es jamais aussi efficace en termes pro que quand t'es convaincu par le bien fondé de ce que tu fais et inspiré par les gens avec qui tu bosses. Et là, si t'arrives à voir ça, donc des gens avec qui t'as envie de bosser, un sujet qui te botte, et de l'espace pour continuer à grandir. Franchement, ça, c'est le triptyque, la sainte triptyque du dev pour faire un début, un milieu ou une fin de carrière top. Ah ouais, du coup, j'ai l'impression que dans toute ta carrière, dans toute ta vie pro, les rencontres que tu as fait, donc le réseau pro que tu as construit quand tu étais en poste à chaque fois, c'est ça qui, non seulement t'a déclenché des opportunités d'après, mais t'a motivé pour changer de poste, mais c'est aussi ça qui te rend heureux, c'est ça? Moi, ce qui me rend heureux, c'est de travailler avec des gens avec qui m'inspirent et qui me font grandir. Ouais, carrément, c'est clair. Après, tu vois, par exemple, je disais Criteo, j'ai postulé dans LinkedIn. C'est pas mon réseau qui m'a apporté cette opportunité-là, mais toutes les autres opportunités, ça a été effectivement des rencontres, de l'échange, du partage, le fait que j'ai pris moi sur mon temps pro et perso de faire, tu vois, des conférences. J'ai beaucoup parlé à Devox France. J'ai fait une fois, j'étais à Anvers. J'ai fait pas mal de meet-up. J'ai donné beaucoup de coups de main sans trop y réfléchir en me disant qu'est-ce que je vais gagner dans le bargain, et je m'en foutais parce que je me dis c'est à la fois bon pour l'écosystème et j'en fais partie, donc ce sera au final à un moment peut-être bon pour moi, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je m'en fous, et bon pour mon karma, et donc j'ai jamais hésité à faire le miles d'après. Tu vois, j'ai accompagné des boîtes, des startups pour 0 €, juste parce que la rencontre m'a plu. Il y en a, ça a duré 6 mois, il y en a, je pense à Simplebo, là, les trois fondateurs de Simplebo, je les ai croisés dès leur début.
ça doit faire combien d'années maintenant? Je crois que c'était avant Criteo, donc ça fait plus de 7 ans, 8 ans qu'on se suit de temps en temps, pas super fréquemment et tout ça, mais ils m'ont juste dit genre là on a besoin d'un coup de main, on aimerait avoir quelqu'un qui nous aide à réfléchir. Je suis allé, on a été bouffé au resto, on a pris du temps sur un tableau blanc et c'était cool. Qu'est-ce que j'ai gagné au bout de 8 ans de petite interaction machin avec eux? Rien, zéro. Sauf que le capital sympathie, ça existe, hein. Ouais, bah je crois énormément en ça. J'ai pas de franchement, et moi ça me fait du bien en fait. Ça me nourrit ma motivation de voir des gens qui réussissent. Ça me nourrit ma motivation de dire genre j'ai aidé même un tout petit pichenette, un tout petit centimètre, à la fois hors de mon cadre pro et même dans mon cadre pro. Je disais ça dans la conférence que j'ai donnée sur les opportunités de management à Devox il y a 2 ans et demi. Maintenant, si dans ma carrière il y a 10, 15, même 5 personnes à qui j'ai donné la petite pichenette qui ça leur a donné envie, ça les a fait progresser, l'interaction a été bonne, punaise, quel est le plus grand accomplissement que d'avoir fait ça en fait? Aujourd'hui, donc la série de podcasts, on s'en sert pour l'enquête, et l'enquête, elle nous sert aussi à écrire un livre qu'on veut être le handbook de Wheel of Devs pour être heureux dans ta carrière dans l'IT. Si on doit garder un seul élément, un ingrédient incontournable de Nicolas Ellerger pour être heureux dans sa vie pro, qu'est-ce que ça doit être? Les relations avec les gens. Je pense que la bienveillance, dans les deux sens, soi-même avec les autres, et attendre de la bienveillance des autres, c'est ça qui fait que ça marche ou que ça marche plus, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti de boîte, et pour le coup, j'ai passé, tu vois, j'ai fait des parcours 7 ans, 5 ans, 7 ans, ça a été souvent quand je m'y retrouvais plus en termes de j'ai plus cette équation-là qui marche. Et donc, je pense que ce qui fait rester les gens longtemps en poste, c'est qu'ils ont pas que la sensation, mais qu'ils touchent du doigt au réel. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, le fait qu'on est bienveillant, on cherche à ce qu'ils progressent, on cherche à les payer correctement, on ne cherche pas à faire à les exploiter. Alors on va parler de win-win situation, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un a un problème, genre j'ai perdu mon chien, j'ai besoin d'aller le chercher. Ok, ça arrive, c'est la vie. Et à la fois, dans l'autre sens, il faut pas que les gens en abusent non plus, tu vois. Donc la bienveillance dans les deux sens, je pense que c'est ça qui fait que t'es bien. Si t'es pas bienveillant, t'as pas envie d'aller au taf. Si t'es pas envie d'aller au taf, tu te forces à y aller. T'es moins bon dans ce que tu fais et ça fait un cercle vicieux, alors que la bienveillance, ça déclenche un cercle vertueux de c'est cool, on fait attention à toi, on paye correctement, alors en fonction des capacités de chaque boîte, personne n'a les poches infinies. Le truc, c'est de trouver un bon équilibre et une fois que ce bon équilibre est là, de faire incrémental dedans pour que les gens progressent, soient intéressés, fassent des choses qui les bottent, qui soient utiles pour la boîte, qui soient utiles pour l'écosystème. Et voilà, aligner les étoiles. Des fois, on peut pas tout. Des fois, la boîte peut pas payer plus. Des fois, la flexibilité qu'on peut avoir sur les vacances, c'est pas possible parce qu'il y a une échéance projet. Mmh. Mais si c'est basé, si dans le reste du temps, il y a de la bienveillance sur les demandes et sur l'interaction, bah ça fait que les moments plus difficiles, ils sont plus facilement gérables et acceptables. Et moi, un des grands trucs, c'est si on est toujours en mode urgence. Et si on est toujours en mode stretch, bah c'est comme un élastique, ça finit par casser. Demander de l'élasticité à nos plateformes internet, cloud ou on-premise, c'est bien. Demander l'élasticité aux gens, c'est possible. Mais un élastique, il a besoin de périodes de repos ou sinon ça casse, quoi. Donc voilà. Et ça, il faut toujours le regarder de façon bienveillante. Je pense que c'est vraiment la valeur clé. Parce qu'elle est dans la relation humaine, tu vois, on parle pas de technologie, le reste, ça vient tellement après, savoir si on fait du Docker, pas du Docker, du Kubernetes ou pas du Kubernetes, c'est 1000 fois plus loin dans la chaîne de valeur. Moi, je suis prêt à faire du COBOL toute la journée, si c'est dans un environnement bienveillant et que ça apporte de l'intérêt, de la valeur pour l'entreprise, pour moi, pour l'écosystème, quoi. Au-delà de la bienveillance, moi je retiens quand même que dans ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre soin des gens sincèrement et on peut pas simplement essayer d'en tirer un maximum de productivité tout le temps, quoi. Bah en fait c'est ça qui est fou, c'est que c'est contre-productif. C'est-à-dire que si tu te mets dans un mode
je vais tirer le max d'une personne, d'une équipe, d'un département. Tu peux le faire parce que tu en as besoin, mais tu le fais de façon explicite en disant genre, écoutez les gens, là, il y a un projet, ça va être dur, j'ai besoin de votre commitment. Si tu as, entre guillemets, créé une relation de confiance sur le fait que, oui, il y a vraiment besoin, quand tu le dis que tu as besoin, tu dis aux gens, on va faire 3 mois dans ce mode-là, ça va être dur pour tout le monde, mais après on prendra, l'équipe te suit, tu vois, c'est possible. Maintenant, si tu es tous les trimestres en mode, on fait 3 mois de burn, bah tu crames les gens et ça marche pas non plus. Donc en fait, essayer de maximiser cette rentabilité-là à tout prix, en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont plus motivés. Donc, le pire, c'est d'avoir des gens qui sont pas motivés et qui restent. Au pire, ils s'en vont et t'en trouves des nouveaux, ce qui est un modèle que je déteste. Le côté, je burn des gens tous les 6 mois et je change. C'est une sorte de cancer du milieu de l'entreprise. C'est horrible. Ouais. Et en fait, le point maximum de performance d'une équipe, d'une entreprise, d'une boîte, c'est pas ce mode-là. C'est pas vrai. C'est que dans mon premier stage ouvrier, j'étais un piou-piou, hein, j'étais tout petit. Hein. Le chef d'atelier me reçoit à l'usine de Renault, il me dit attends, ouais, toi t'es ingénieur, je suis sûr que tu vas essayer de pas suivre la guideline. Si on a mis que c'est 30 pièces par minute sur cette machine-là, il faut faire 30 pièces par minute sur cette pièce-là, parce que oui, la machine elle peut en faire 45, par contre le taux de panne il va augmenter. Il m'a dit ça vraiment à 9h15 au café, tu vois. Et je lui dis, moi je savais pas de quoi il parlait. Et effectivement la machine était en panne pendant mon stage, et faut voir quand même qu'il y a 3 équipes qui se relaient 24 heures sur 24 sur cette machine-là. Vraiment, la machine, on bosse pour elle, tu vois. C'est pas, la machine, elle doit jamais s'arrêter, tu vois. Genre, tu la relances avant de partir et tout, tu vois. Et oui, effectivement, quand je suis arrivé le matin, la machine était en panne. Elle fait 10 mètres de haut, elle était ouverte. Comme ça, j'étais en mode, attends, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une opération à cœur ouvert sur la machine. Génial. À 5h30 du matin. Et évidemment, ouais, je pense que ça marche. En fait, c'est parce que dans ce projet-là, c'est qu'on faisait de la découpe. Hein. Dans ce projet-là, la ressource principale et la ressource limitante, c'était la machine, tu vois. Mais quand on est sur un projet informatique, c'est pas le cloud, la ressource, c'est les humains, quoi. Ouais. Et le taux d'occupation, il marche aussi sur les humains, quoi. Ah bah, moi, je sais que voilà, perso et comme tout être humain. Dans 7 ou 8 heures de travail par jour qui est prévu dans mon contrat ou pas, machin, on n'est pas à 100% tout le temps, c'est pas vrai. Et chercher à l'être, en fait, est contre-productif. Après, si t'es à 0% pendant 8 heures, bon, faut se poser des questions, mais c'est voilà, une machine, c'est un régime moteur, voilà. C'est un moteur, il a un régime où il fonctionne bien. Il y a des régimes où il peut être au-delà, mais effectivement, comme tu dis, bah, ça use. Truc. Et moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est que un moteur, ça change, tu peux l'user et décider de le changer. User des gens, des personnes, c'est inacceptable. Ouais. Et éthiquement, c'est abject, quoi. Et donc on peut pas faire ça, quoi. Et donc la contraposée de ça, c'est ok. C'est quoi la bienveillance? Comment ça? Et alors, la bienveillance veut pas dire non plus être BA vis-à-vis des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations où moi, j'ai dû prendre des décisions difficiles que je regrette ou pas, c'est très discutable, mais de gens qui, à un moment, pour des raisons perso, contexte, équipe, machin, ça le faisait plus, tu vois, parce que voilà, il y avait une attitude qui était plus possible sur le long terme, il y avait une performance qui était pas là. On essaye, on réoriente, on se dit on essaye de changer des choses, puis à un moment, tu t'aperçois que bah on est au bout de la logique et on peut pas aller plus loin. Et donc, il faut prendre des décisions difficiles on va s'arrêter. Alors, des fois, c'est fait de façon concertée, des fois, ça l'est fait de moins, des fois, c'est fait en bonne intelligence ou pas. Et être bienveillant ne veut pas dire non plus à tout accepter, tout tolérer, que bisounours non plus, quoi, tu vois. Donc, il y a un curseur à mettre entre les deux. Et ce qui est très important dans ça, dans le relationnel avec les gens, c'est de prendre le temps d'expliquer. D'au moins faire l'effort, même si de l'autre côté il n'y a pas de l'écoute, c'est de donner au moins un bout d'explication, parce que voilà, ce qui est pas acceptable, c'est de dire c'est comme ça et fermez bien vos gueules, quelle que soit la décision, quoi. C'est la base de la bienveillance, c'est la bonne communication. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en 20 ans de carrière, 20 ans à recruter des gens? Est-ce que tu as un conseil
C'est ton moment. La fin du podcast, c'est pour toi. C'est un conseil très local. On recrute des gens en ce moment chez Résilience. On constitue la première vague de l'équipe technique en particulier pour ce qui me concerne. Je reste hyper étonné des gens qui, en particulier les juniors, qui ont un niveau de TOEIC affiché sur leur CV. Et que quand ils arrivent en entretien, on leur fait une question gentille, calme, on n'est pas agressif et de ça, où on dit genre, on va passer en anglais, allez-y doucement, si les gens butent, on les aide et tout ça. Il y a des gens, ils sont marqués TOEIC, je sais plus quel est le niveau hyper élevé et tout ça, marqué anglais courant. Ouais, voilà. Donc, je sais pas, 900, 850, 800 points. Donc, tu te dis genre, bon, voilà, marqué anglais courant sur le truc. Tu leur poses une question en anglais simple et ils sont pas capables de sortir ne serait-ce que 2 mots. Et ça c'est dur, quoi, tu vois, le mettez pas sur votre CV à ce moment-là, parce qu'en fait, l'effet déceptif, faut pas annoncer des choses où vous vous sentez pas à l'aise. Ou alors, on s'entraîne et on essaye avant, mais ça a été vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait passer des premiers rangs d'entretien. Et là, ouais, voir des gens, et on essaye de les aider, tu vois. Les gens, ils ont pas d'expérience professionnelle, tu tends la main, tu vois, t'es pas là pour les bâcher, c'est pas le sujet. Et malgré tout, il y a rien qui sort, et ça, c'est vraiment très, très perturbant. Je pense que ça s'applique à l'anglais, c'est l'exemple que j'ai là en tête, mais ça s'applique sur tous les trucs. Ne mettez pas sur vos CV des trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, ça vous desservira, en fait. Ça n'accrochera pas des bons postes. Et l'autre truc, c'est dans les CV que les gens rédigent, alors expérimentés ou pas, je vois souvent, régulièrement, on va dire, souvent, ce serait peut-être un peu exagéré, mais régulièrement, des gens qui mettent « j'ai participé au projet Tartampion ». Et voilà. Qu'est-ce que le projet Tartampion ? Qu'est-ce que ça fait et tout ça ? Valeur de la ligne sur le CV, 0. Ça a du sens dans le contexte de l'entreprise dans lequel vous étiez. À la limite, enlevez le nom de code du projet, tout le monde s'en cogne. Dites ce que ça fait. Dites ce qu'a fait. Sur un CV, il y a déjà beaucoup d'informations et en vrai, c'est bien de dire que il faut mettre que ce qu'on a envie de mentionner ou les sujets qu'on va aborder en entretien ensuite. Là, typiquement, moi, j'ai un exemple, c'est le lycée militaire. En vrai, des fois, je mets, ok, j'ai fait un bac S, ok, je fais juste bac S. Si j'ai envie qu'on parle de lycée militaire en entretien, je marque, j'ai fait un bac S dans un lycée militaire. Si j'ai pas envie, je le mets pas, tu vois. Et c'est ça. Moi, sur les formations initiales, j'ai un biais depuis, je pense que c'est particulier chez Criteo que j'ai pris ce biais-là, c'est je ne regarde plus les formations initiales des gens. Alors, sauf pour les juniors, parce qu'ils ont que ça à mettre dans leur CV, mais tu peux avoir fait ce que tu veux comme formation initiale. Ouais. C'était il y a 10, 5, 10, 15, 20 ans. La technologie et ce que tu as appris, c'est pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Je m'en fous, en fait. Les gens peuvent être autodidactes, avoir fait du trapèze, tout ça. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui, en fait ? Quel est le dernier projet auquel tu as contribué ? Et quelle est la compétence que ça a mis en œuvre ? Et est-ce que tu penses que cette compétence a du sens par rapport à ce que nous, on cherche ? Tout le reste, c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie, ça donne une indication sur comment tu t'es construit, ça peut avoir de la pertinence. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça, quoi ? Il y a les gens, ils mettent des CV de 2 pages pour dire tout ce qu'ils ont fait sur... Alors, plus la carrière est longue, plus ils en ont à raconter. Tu vois, moi, tu me demandais tout à l'heure de comment tu t'es construit, comment tu en as fait là. Ce que j'ai fait en C++ chez Mappy il y a 15 ou 20 ans, qu'est-ce que ça change à ma performance de ce que je sais faire dans le boulot qui est mon jeu aujourd'hui ? Ça m'a construit, certes, c'est intéressant archéologiquement de comprendre comment ça construit, mais en fait, on s'en cogne, quoi. Enfin, tu vois, peu importe. Ok, c'était super cool. Moi, je suis content. L'épisode, il va être publié un peu plus tard. Merci beaucoup aux gens qui nous ont écoutés. Et n'hésitez pas à remplir l'enquête. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur le podcast. Vous avez l'épisode en premier si vous abonnez sur votre outil de podcast. Et mettez-nous des bonnes étoiles. Mais le mieux, c'est de parler du podcast à vos amis. Parce que, en vrai, quand on vous dit, écoutez ce podcast, il est cool. En général, tu vas le faire. C'est ça le plus chouette. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Damien. C'était super sympa.